Hello les amis, je suis super contente de vous retrouver. Alors je sais que vous les attendiez, les carnets de voyage sensoriels et sauvages. On va inaugurer le premier, direction le Japon, avec un aller direct au berceau historique du matcha, à Uji, où j'ai pu me rendre à l'automne dernier. J'ai pu méditer auprès de cette plante qui me fascine depuis des années à travers la boisson du matcha. Ça m'a permis aussi de mieux comprendre, de mieux ressentir sa signature énergétique, qu'est-ce qu'elle était venue personnellement m'apporter dans mes propres évolutions en tant qu'être humain, puisque chaque plante, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, nous traverse, nous influence. Et puis vous allez mieux comprendre aussi pourquoi il y a une sorte de déferlante de vagues vertes aussi en Occident. Je pense que c'est vraiment le moment d'intégrer ces enseignements subtils au-delà de toutes ces vertus pour la santé qui, vous allez le voir, sont incomparables. Enfin, on va justement les comparer pour que vous puissiez prendre conscience à quel point elle est au-dessus de tout. Le matcha, qui est d'ailleurs la boisson préférée des moines zen, qui l'utilisent comme support pour mieux méditer, a quelque chose de très différent du café, même si il y a une molécule en commun qui est la caféine. Elle a un mode de culture complètement aussi différent des autres thés verts. Et puis surtout, vous allez voir qu'il existe presque autant de qualité de matcha que de pointures de chaussures. Donc je vais vous apprendre dans cet épisode ce que moi-même j'ai appris là-bas sur place lors d'ateliers de dégustation et de broyage de la feuille, justement comment différencier un bon matcha sans amertume qu'on va utiliser plus pour un rituel, un thé de cérémonie, une cérémonie bien sûr qu'on peut intégrer dans le quotidien à part entière, comme une véritable méditation d'ancrage pour bien commencer la journée par exemple, mais aussi quel matcha vous allez pouvoir utiliser plutôt pour des lattés, pour faire des recettes salées, sucrées. Donc là je vais vous transmettre aussi mes petits tips en tant que chef de cuisine végétale passionné par l'alliance, le mariage des saveurs. Alors cet épisode aussi va vous donner des clés pour intégrer le matcha comme boisson au quotidien. Est-ce que si vous êtes des fervents adeptes du café justement, est-ce que ça peut être une alternative gagnant-gagnant à votre café ? Surtout si vous avez des problèmes d'inflammation, parce qu'on va comprendre aussi de manière plus biochimique, moléculaire, mais aussi énergétique, c'est quoi la différence fondamentale entre le café et le matcha. On va avoir aussi une lecture plus ayurvédique pour mieux comprendre les différentes qualités qui se rencontrent, que ce soit au niveau des saveurs, mais aussi plus subtiles, qui rendent le matcha beaucoup plus complet, beaucoup plus équilibré. Je vous donnerai une vision plus scientifique de sa composition nutritionnelle et on va le croiser justement avec les médecines ancestrales et l'alchimie végétale, parce que vous allez voir que la manière dont les humains ont été conduits par la plante, puisque c'est toujours finalement une histoire de relation, comment la plante, l'esprit de la plante a soufflé à l'être humain une manière d'être cultivée pour qu'elle déploie encore plus des forces à l'intérieur en étant privée des forces externes et notamment de la lumière. Vous allez voir tout ce qu'elle déploie dans cette forme de résilience, de privation sensorielle et en quoi aussi on peut le comparer à certaines thérapies qui existent aujourd'hui et qui permettent de réguler le système nerveux, de soigner certains troubles bipolaires, de retrouver le sommeil, de guérir certaines maladies, de repartir justement un petit peu à zéro parce que on a enlevé par exemple le sens de la vue qui prend souvent beaucoup de place au détriment des autres sens. Et restez jusqu'à la fin, je vous partagerai aussi une recette. Pour moi, c'est le meilleur latte qu'on puisse faire, même si la créativité est infinie avec ce qu'on peut faire avec le matcha. Mais c'est un latte que j'ai inventé, figurez-vous, dans un café fleuriste à Paris. Je prenais en fait un matcha latte à la pistache, donc ils avaient rajouté une purée faite maison de pistaches incroyablement gourmande. Et j'avais vu sur leur carte dans un autre latte un arôme floral que j'adore. Du coup, je leur ai demandé d'ajouter cet arôme. Et donc, eux aussi ont adoré et depuis, ils l'ont mis à la carte et c'est resté des semaines. Alors,
j'ai justement lancé un sondage ces derniers jours en story. Vous avez été très nombreux sur ma question qui était, à votre avis, quelle est la meilleure boisson pour la santé mentale, pour la relaxation, pour la régénération cellulaire, bon, bref, pour la santé, entre le thé vert, le matcha et le café. Alors, à peu près 65% ont voté pour le matcha, 0% pour le café, donc bon, le message est passé, c'est bien, on sait tous qu'on aime le café pour son odeur sublime, mais pas forcément pour ses bienfaits, même si sur le moment, c'est vrai, vous allez voir qu'il y a aussi des bienfaits qu'on peut ressentir sur le café, mais derrière aussi, le crash énergétique peut être plus coûteux. Et donc, le reste, 35%, ont répondu le thé vert. Alors, j'ai eu un message qui m'a fait sourire, j'avoue. Quelqu'un m'a répondu le thé noir. Le matcha, c'est juste à la mode, comme le gluten. Alors, j'aimerais rappeler tout de même que c'est plutôt le blé moderne qui est très à la mode depuis l'ère industrielle, depuis que on veut produire plus, gagner plus, exploiter les champs de la terre pour faire un blé qui n'est pas du tout reconnaissable pour l'organisme, puisqu'on a changé l'ADN de base du blé, qui vient d'une plante avec aussi des informations, des bienfaits qu'on peut tirer pour le corps, notamment quand elle est sous forme d'herbe, l'herbe de blé, très riche en chlorophylle. D'ailleurs, les chats sont très attirés par cette herbe. Ils le savent instinctivement, c'est très très bon pour la santé, pour oxygéner l'intérieur des cellules, des muscles et aussi le cerveau. Donc, bien évidemment qu'il y a beaucoup plus de céréales, de nourriture sans gluten depuis des siècles sur Terre. La mode n'est pas au sans gluten, mais on va dire qu'on commence à se réapproprier ces graines anciennes. Effectivement, ce qu'on pourrait voir comme un effet de mode, c'est plutôt d'acheter le sans gluten ou le matcha aujourd'hui, de basse qualité, avec une forme d'opacité sur l'origine, au rayon sans gluten, surempaqueté, où finalement on va payer plus cher pour le packaging, alors qu'on pourrait acheter toutes nos céréales et légumineuses dans un rayon bio en vrac. Ça coûte moins cher et puis ça crée moins de déchets. Donc le matcha déjà, c'est sûrement pas quelque chose qui est arrivé comme ça avec la modernité. Il faut savoir que ça date depuis le XIIe siècle et c'est né en Chine. Donc dans le berceau du taoïsme, on a découvert une manière de cultiver le thé vert, puisque je vous le rappelle, le thé vert et le matcha, c'est exactement la même plante, la Camellia sinensis, qui ensuite va se déployer avec ce qu'on appelle un cultivar, donc qui va développer sa signature, ses nuances, un peu comme vous avez des nuances de bleu, des nuances d'amour. Il va y avoir une forme de génétique du théier, à partir d'un terroir différent, d'une méthode de culture, mais aussi de récolte. Et c'est là justement que le matcha a été ramené au Japon et qu'on en a fait justement tout un art, un support pour cultiver des qualités de l'esprit que sont l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité pour déployer plus de conscience dans le moment présent et ensuite tout au long de la journée ou lors d'une méditation. Donc c'est là que le matcha authentique du Japon raffiné, transmis vraiment comme une voie d'éveil, d'expansion de cette joie du cœur, puisqu'on dit aussi que le matcha est le thé de la joie. Mais vous allez voir que ce qui nous transmet, c'est pas une joie superficielle, une joie excitée, c'est davantage une joie profonde en fait, puisée à l'intérieur. C'est comme une expansion qui part du cœur, mais qui vient d'abord se déployer à l'intérieur de nous. Donc ça a commencé justement à Uji, où il y a cette relation intime entre la terre, la plante et l'homme, et ensuite dans d'autres parties du Japon, qu'on a commencé à développer une manière unique de consommer ce thé, qui en fait un allié pour la santé formidable. Donc première différence fondamentale avec le thé vert classique, avec le matcha, vous n'allez pas boire seulement une infusion du thé. On va consommer la feuille en elle-même, qui a été finement broyée. Donc il y a une méthode de récolte à la main, donc c'est vous dire aussi toute la conscience, toute la minutie, mais aussi le temps, c'est très méticuleux, il faut de la patience pour enlever les tiges, les nervures et ne garder que la partie la plus noble de la feuille. Donc là on n'est plus sur de l'infusion,
on est sur de la nutrition, de l'ingestion de tout le corps, tout l'organisme de la plante. Dans le matcha, vous avez plus qu'un thé, vous avez un véritable super aliment qui est un des plus riches en antioxydants, notamment les fameuses catéchines. On sait que c'est des alliés précieux pour brûler les graisses, mais surtout elles vont protéger vos cellules du stress oxydatif. Elles viennent soutenir la prévention du vieillissement prématuré. Quand on commence à avoir des rides, une peau fatiguée, qu'on accélère par notre rythme de vie, par notre incapacité aussi à nous poser, à prendre le temps d'intégrer les leçons de la vie, mais aussi de tout simplement nous reposer, comme les animaux, comme la nature, quand elle se met aussi en retrait. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire en tant qu'être humain, et qui nous fait aussi vieillir plus vite, et qui vient fatiguer notre cœur. Donc cet antioxydant-là, il va aussi venir soutenir au niveau cardiovasculaire et neutraliser les radicaux libres et tout ce qui accélère le vieillissement des organes et de la peau à l'extérieur. Et donc c'est parce qu'on va consommer la feuille en entière qu'on va avoir beaucoup plus de cette catéchine qui est déjà présente dans la Camellia sinensis, dans le thé vert. Donc finalement on consomme les 100% de la chlorophylle, les 100% des fibres, 100% de la L-théanine, et 100% des minéraux et des vitamines. Et c'est là qu'on en vient justement au plus grand secret du matcha. On va plonger toutes les feuilles de matcha 4 semaines avant leur récolte, sous l'ombre, donc avec d'immenses tissus bâches au-dessus, qui les privent à 95% de lumière. Et c'est ce qui va faire dans ce stress, puisque vous privez n'importe quel être humain, être vivant de lumière, et effectivement, ça crée un stress, une forme de panique à l'intérieur qui peut bien sûr être transmutée. Et c'est ce que va faire justement le matcha, l'intelligence vivante de la plante qui va développer encore plus ses qualités dans cette privation de lumière. C'est vraiment époustouflant, ça développe beaucoup plus de chlorophylle, énormément d'antioxydants, c'est aussi pour ça qu'on dit que le matcha serait le secret de la jeunesse des japonaises, secret de longévité, puisque plus vous avez d'antioxydants, du polyphénol, des flavonoïdes, plus vous rallongez, vous protégez les cellules, vous rallongez leur longévité. Il va également développer du magnésium, du potassium, du zinc, beaucoup plus de catéchines, qui sont un antioxydant puissant, anti-inflammatoire et un protecteur cardiovasculaire. Et aussi, ce qui va le différencier fondamentalement avec le café, c'est qu'au-delà de la caféine qui est présente, c'est une molécule présente dans le thé vert, vous allez avoir dans le matcha de la L-théanine en très grande quantité. Donc la L-théanine, c'est un acide aminé qui est assez rare, qui a des vertus calmantes, qui clarifie l'esprit, qui favorise la concentration et une forme d'état de présence. Pourquoi ? Parce que ça va venir activer les ondes alpha, qui est une forme d'état de conscience, de l'être, qui à la fois a la capacité à se relaxer et en même temps à rester complètement éveillé. Donc vous avez l'effet de la caféine qui, je dirais, a un effet plutôt feu, qu'on appelle en Ayurveda ce côté plus Agni justement, où là on va développer les qualités du feu, donc clarté mentale, capacité d'action, entrain, joie, mais avec aussi des qualités plus somatiques, que je dirais plus lunaires, et qu'on appelle en Ayurveda Soma, qui sont plutôt en lien avec cette fameuse L-théanine, où là on est plutôt dans une forme d'intériorité, de présence stable. Donc il va y avoir une synergie et une alchimie entre ces molécules, parce que si vous les prenez isolées, eh bien, comme avec le café, ça va agir vite, ça va donner une forme de coup de cravache dans les glandes surrénales, un peu comme on demanderait à un cheval d'avancer en lui mettant un coup de fouet, mais aussi ça va renforcer un terrain acide. Et on sait que les terrains acides favorisent les inflammations et la nervosité. Donc c'est là où le café peut être très dommageable finalement, c'est que même si sur le moment il y a une forme d'excitation et qu'on a l'impression d'être plus efficace au travail, déjà ça crée une forme de dépendance. Si vous enlevez le café du matin à beaucoup de personnes qui finalement n'ont jamais fait l'expérience de peut-être vivre une semaine sans café, c'est parfois la fin du monde. Donc
il y a une forme d'emprise d'une substance extérieure qui en plus est méga carbonisée, puisque à la base le café est du café vert qui a été torréfié au point d'être grillé et d'avoir cette odeur excellente, hein. C'est sûr, on adore tous, mais derrière il y a un crash énergétique qui fait aussi qu'on va puiser dans l'énergie des reins, dans cette énergie ancestrale, et qu'on va taper aussi dans le système nerveux, forcer un peu le métabolisme et ne pas être dans le ressenti de notre vraie fatigue en fait, de notre état naturel qui aurait peut-être besoin à certains moments de lever le pied et de se reposer justement. Le matcha va pas cacher votre fatigue en fait, comme le café, mais il va vous conduire dans l'écoute du bon rythme. L'intelligence de la plante, de ce qu'elle vous transmet aussi en termes d'éveil sensoriel, c'est prendre le temps de défocaliser la vue des écrans pour fermer les yeux quelques instants, revenir à l'intérieur ou regarder un petit peu plus au loin. Également, donc, si vous avez une activité où vous aimez écrire, où vous enseignez, où vous avez besoin aussi de stimuler, vous entrez dans un flux créatif, mais dans une énergie progressive, pas dans une agitation mentale ou une excitation excessive, mais vraiment dans un soutien du système nerveux. Donc c'est quand même merveilleux d'avoir à la fois le côté tonique, présent à la vie, hein, à l'extérieur, et en même temps, une sensation vraiment de paix intérieure. Avec Agni, on est sur des qualités de clarté, une capacité aussi à discerner, à assimiler aussi, hein, c'est du feu qui va aider le système digestif, aider à transformer, à métaboliser. Et avec l'énergie de Soma, on est dans quelque chose qui va tempérer de plus refroidissant, de nourrissant, plutôt à l'intérieur. Il y a cette idée un petit peu de douceur, un peu reliée aux qualités de la lune, de la mer, qui est enveloppant et qui nous permet justement de déployer une forme de paix à l'intérieur. La richesse en chlorophylle, grâce à cette culture de l'ombre, cette privation de lumière pendant 4 semaines avant la récolte, ça va aussi permettre une détox douce et profonde. Au niveau du foie, par exemple, on sait que la chlorophylle, ça aide à éliminer les toxines, à purifier le sang, mais aussi à éliminer les métaux lourds en douceur. Idem, si vous avez des ballonnements, des problèmes digestifs, par cette présence d'Agni, mais qui n'est pas un Agni de l'extrême, ce feu qui est aussi tempéré par l'énergie de Soma, cette qualité du froid, la qualité amère et astringente, ça va venir soutenir le foie et la bile et aider aussi à brûler les mauvaises graisses et à favoriser ce qu'on appelle les graisses brunes, qui sont les bonnes graisses en fait, puisque votre membrane cellulaire, nos cellules, elles sont composées à 60% de graisse, elles ont besoin de graisse, mais de la bonne graisse. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on les sature en fait de mauvaises graisses. Donc, il y a tout un soutien aussi au niveau métabolique, dans la régulation de la glycémie et dans ce soutien de la combustion des mauvaises graisses. Par rapport à la caféine justement qu'on peut trouver dans le café et dans le matcha, au niveau des dosages approximatifs, dans un café filtre pour une tasse, vous allez avoir 80 à 120 mg de caféine. Si vous êtes plutôt expresso, on va être sur du 60-80 mg. Donc moi là par exemple, moi qui aime le café en soi pour une dégustation vraiment gustative, hein, vraiment pour sentir ce lien à la terre, à la plante, je préfère savourer un café sous forme d'expresso où vraiment je vais être sur des petites gorgées que je laisse entrer sur mon palais pour vraiment faire corps avec le café. Si vous êtes sur un matcha de cérémonie, donc on est sur du 1 g de poudre, vous êtes à 30 à 35 mg de caféine seulement. Donc on a presque 3 fois moins de caféine que dans un espresso et jusqu'à 5 fois moins que dans un café filtre. Pour une dose de 2 grammes, on est sur 60 à 70 mg de caféine. Donc vous voyez, le matcha, même s'il contient de la caféine, pour un bol de matcha, vous aurez toujours moins de caféine que dans un café, avec une action beaucoup plus harmonisée entre la tête, donc le cerveau, et le cœur. Donc on est plus vraiment dans une médecine de l'équilibre en fait. Cela dit, c'est intéressant quand même de faire une pause café pour voir où en est vraiment votre organisme, votre système nerveux, et de basculer en alternative sur le matcha, qui est aussi un tonique, mais qui ne va pas exciter votre système nerveux. Il va avoir un effet stimulant au niveau intellectuel, sans agitation forcée,
Et avec justement tous les autres bénéfices au niveau micronutritionnel. Vous avez aussi de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E, K, des minéraux comme le magnésium justement qui est antifatigue, du potassium, du zinc qui est aussi très important, plus cette fameuse L-théanine. Donc on a tout à gagner vraiment avec le matcha. Bien sûr, c'est comme tout, et c'est ce qu'on dit aussi en médecine chinoise, à condition de rester raisonnable. Et c'est là que je vais vous parler justement des dosages. Quand on va à l'excès, même avec le meilleur des remèdes, c'est là qu'il peut devenir un poison. Un excès de yin va entraîner du yang, un excès de yang va entraîner du yin. Donc il y a toujours cet effet perverse dans tout excès. Et vous allez voir que le matcha agit pas dans la même région du corps aussi au niveau énergétique. Avec le matcha, cette énergie verte, on est beaucoup plus dans la sphère des poumons, du cœur, avec une sensation d'expansion à la fois intérieure et du champ magnétique du cœur. Dans le café, ça travaille plus dans les racines, justement dans les reins, et directement dans la tête. Donc vous allez sentir peut-être une surchauffe au niveau mental, où on peut cramer un peu son cerveau, littéralement. Partir même dans des états euphoriques, où on a envie aussi de refaire le monde. Mais on peut retrouver cet aspect créatif, justement, stimulant les fonctions cognitives avec le matcha, sans une rechute derrière un peu brutale qui fait que on va tomber dans la dépendance au café ou parfois au moment de ce crash, les personnes vont reprendre justement un café. Alors qu'on est plus dans une ascension stable et plus mesurée, en fait, plus équilibrée avec le matcha tout au long de la journée. Donc on peut en prendre un le matin ou en début d'après-midi. Et ça ne va pas jouer aussi sur l'architecture de notre sommeil. Moi qui suis très sensible à la caféine, si je bois du café, ça peut entraîner un réveil chez moi vers 2h, 3h du matin, dans la nuit, avec une difficulté à me rendormir jusqu'à 4-5 heures. Avec le matcha, si bien sûr j'en abuse pas, je me sens hyper créative, avec cette énergie d'optimisme justement, mais je vais bien dormir. Donc le matcha vraiment, il vient incarner dans le monde végétal l'alliance de Soma et Agni, parce qu'il a pu côtoyer justement l'ombre pendant ces 4 semaines. Après avoir connu beaucoup de lumière, il perd la qualité de la lumière à l'extérieur pour aller la puiser et la retrouver à l'intérieur. Vous imaginez le puissant enseignement que vient nous transmettre cette plante. C'est-à-dire que privée de sa source externe, solaire, de croissance à l'extérieur, elle va aller puiser toutes ses ressources de lumière à l'intérieur et même les amplifier, se bonifier dans cette forme de résilience, je dirais même de foi. C'est un véritable acte de foi, puisqu'il n'y a pas de dégénérescence, mais au contraire, il y a une forme de concentration de tous ces principes actifs. Donc au niveau alchimique, cette plante, elle nous invite vraiment à aller voir davantage à l'intérieur. Donc la mise à l'ombre, elle a tout son intérêt sur le chemin de vie, dans le sens où elle nous donne encore plus à apprécier ce retour à la lumière. Et d'ailleurs, justement, quand la plante, une fois récoltée, elle est finement broyée à la meule de pierre, où là, elle continue de faire son chemin et elle vient transmettre aussi aux humains des clés de conscience, des clés de transmutation qui sont hyper précieuses dans ce monde aujourd'hui, parce que on est aujourd'hui actuellement dans une forme d'expansion sans fin, c'est-à-dire qu'on positive toujours, on est dans une consommation excessive des qualités créatrices de l'être humain, qui va créer énormément de prouesses technologiques, mais aussi pour trouver des solutions pour amoindrir les dégâts qu'il fait par sa façon de vivre. Donc il n'y a aucune modération, il n'y a aucun sens de la limite qui est posée, et il n'y a vraiment plus de cadre à partir du moment où on a trouvé les solutions pour réparer nos bêtises. Là, j'ai tout de suite une pensée où aujourd'hui, on envisage en Chine de créer des robots pour aller polliniser les fleurs parce qu'on sait qu'avec les pesticides, on est en train de détruire tout le règne animal des abeilles, qui sont nos pollinisatrices et les garantes de la biodiversité. Donc il y a une forme de déni où il n'y a pas du tout d'intégration de la polarité négative. Or, le matcha, dans la manière justement dont il est cultivé, dont il a soufflé à l'homme la manière de le cultiver pour le bonifier, il nous montre que c'est en intégrant aussi l'ombre dans la zone du cœur, qui est la zone de rencontre, d'intégration des polarités et de transmutation de l'ombre en lumière, qu'on peut être entier, qu'on peut être aussi en harmonie
en équilibre avec tout le vivant et qu'on va justement éviter de s'inflammer avec des sources externes de lumière mais qui ne sont pas nées d'une source intérieure qui nous relie à la source universelle de vie. Il y a beaucoup aujourd'hui de fascination pour la fausse lumière, autant qu'il y a des sources de joie ou d'excitation qui sont complètement factices, qui sont en fait juste des substances qui nous rendent toujours plus dépendants. Alors que le matcha nous dit « je suis pas venu là pour t'apporter une forme de dépendance, mais je t'enseigne une forme d'équilibre et une capacité à revenir en toi, à fermer les yeux et à puiser dans tes propres ressources à l'intérieur. » Donc c'est une vraie médecine de la lumière, mais qui passe aussi par l'ombre. En tout cas, il y a la présence, l'information de l'union de ces deux forces primordiales et d'un feu intérieur de la source qui vient nous éclairer sans nous brûler et d'une lune qui vient nous apaiser, nous montrer l'ombre sans non plus nous éteindre ou nous noyer, nous plonger dans la désespérance, quoi. Donc c'est tout le charme d'une forme de résilience et de médecine du cœur. Alors bien sûr, il y a d'autres plantes maîtresses comme ça qui viennent nous enseigner la conscience du cœur. Je pense à la rose, je pense aussi au cacao. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes apprentissages. Elles ne viennent pas équilibrer les mêmes centres énergétiques. Même si aussi on peut ressentir de la joie avec le cacao et bien sûr de la joie aussi avec la rose. On est encore sur des médecines différentes et bon, j'aurai l'occasion d'y revenir puisque je fais aussi une retraite spéciale sur la rose, la médecine de la rose au Maroc au mois d'avril. D'ailleurs, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas, il reste quelques places encore, donc c'est ouvert aux femmes et aux hommes, où on va plonger dans l'alchimie végétale, dans la rose à travers tous nos sens. Et cette médecine qui nous plonge un certain temps dans l'ombre, c'est aussi une grande sagesse présente dans certains peuples racines. Là, je pense aux Kogi. Les Kogi de Colombie, vous savez, nos grands frères indiens là, qui viennent de temps en temps un petit peu secouer les petits frères qui font n'importe quoi avec la terre. Eux, quand ils sont jeunes, ils s'initient dans des grottes, ils sont plongés dans le noir pendant des jours, des semaines, pour justement aller développer les parties plus subtiles, extrasensorielles de leur sens. Donc on passe de la vue à la clairvoyance, de l'écoute à la clairaudience. Vous voyez, on développe la partie plus spirituelle de nos sens grâce justement à cette absence de lumière. Pareil dans les traditions yogiques, les méditations dans le noir, dans les grottes aussi se font depuis la nuit des temps. Et il existe aussi des lieux de retraite, mais aussi vraiment des centres qui sont spécialisés par exemple dans les troubles bipolaires, qui, par la privation sensorielle, permettent aux personnes de retrouver une forme d'intégrité biologique qui va aller diminuer la surcharge sensorielle qu'on a tous, puisque la vue, ça prend énormément de place. Donc quand vous enlevez la vue, il y a plus de place pour l'écoute, il y a plus de place pour le toucher. C'est pour ça que la méditation est recommandée, parce que quand on ferme les yeux, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes par jour, il y a déjà des choses qui peuvent se passer, on est beaucoup moins happé par l'extérieur, happé par nos téléphones, il y a beaucoup moins d'informations qui viennent de l'extérieur, donc on peut se concentrer davantage sur les informations qui vont venir de notre source première, que j'appellerais Dieu, ou la conscience universelle. Donc ces retraites plongées dans le noir, ça va complètement régénérer les cellules. Vous avez des cheveux, des ongles qui se remettent à pousser d'un coup. Le système nerveux sympathique se calme. On produit aussi plus de mélatonine. Donc la mélatonine, elle participe à la régulation du sommeil, donc on passe des meilleures nuits. On régule aussi nos cycles hormonaux. Et puis finalement, on voit beaucoup plus clair, quoi. Il y a une forme de clairvoyance, peut-être sur des choses de notre vie qui jusque-là étaient des vrais rébus. Donc ça augmente notre pleine conscience. Et puis, chez les patients bipolaires, justement, on a constaté justement une forme de stabilisation de certains états affectifs qui pouvaient aller dans les extrêmes chez des patients qui sont bipolaires, par exemple. Donc ça va aussi réguler toute la sphère émotionnelle et remettre en place aussi des problèmes d'ordre digestif. Alors maintenant que vous êtes tous convaincus que le matcha sauvera le monde et nous aidera à nous sauver nous-mêmes, lequel matcha choisir ?
Alors, je vais vous donner quelques clés, hein. Déjà, il faut savoir que tous les matchas, c'est un peu comme des vins, hein. On est vraiment sur de l'œnologie. Il y a des assemblages de cultivars qui vont dépendre aussi de la terre sur laquelle c'est cultivé, de la façon aussi dont c'est fertilisé. Est-ce qu'on va utiliser des pesticides pour que ça pousse plus vite, ou est-ce qu'on va utiliser des engrais naturels d'origine animale ou végétale? Il y a aussi encore des cultures très rares au Japon où c'est fait vraiment de manière très artisanale. Donc là, c'est des matchas qui coûtent très très cher, hein. On est dans une forme de slow life où il n'y a pas du tout d'engrais, mais on épouse vraiment les rythmes de la terre et la stratégie du laisser-faire. Dans une lecture des saveurs ayurvédiques, on pourrait dire que dans le matcha, il y a une grande finesse sensorielle umami, mais qui se déploie principalement sur 2 saveurs, que sont l'amer, qu'on appelle tikta, et l'astringence, qu'on appelle kashaya. Alors autant vous dire que c'est des saveurs que le monde moderne déteste, parce que c'est des saveurs qui structurent, qui ramènent de la clarté, qui ramènent à l'intérieur, alors qu'aujourd'hui on est complètement drogué par la fausse saveur Madura, hein, puisque la saveur Madura existe. On va dire que c'est la saveur plus sucrée, plus douce, qui est aussi reliée à l'énergie sattvique, qui fait du bien, qui est bonne pour la conscience, pour l'éveil. Sauf qu'aujourd'hui, elle est complètement détournée par le sucre industriel et par des substances comme l'alcool qui vont nous rendre addicts, ou inconsciemment, on va aller chercher cette saveur, mais en fait, on va la trouver sous forme complètement dénaturée, qui détruisent complètement les bonnes bactéries du microbiote intestinal, qui sont justement liées à notre capacité à penser, à cultiver des émotions plus stables. Donc, quand c'est détruit au niveau du microbiote, ça devient compliqué de penser au niveau du cerveau aussi au-dessus, puisque le cerveau se met complètement au ralenti. Il y a une forme de protection d'autosurvie qui se fait, et on n'est plus du tout à même à penser, et c'est ce qui crée aujourd'hui beaucoup de maladies Alzheimer, dégénération, au niveau nerveux, total, à cause justement de ces fausses saveurs. Donc dans le matcha, on va vraiment avoir ces 2 saveurs complémentaires, de l'amer et de l'astringence, où l'amertume, elle va apporter une action de clarification, de purification, où là, on est dans le soutien au niveau du foie, on allège le feu digestif et on va apporter à l'esprit plus de lucidité et de recul au niveau des émotions. Et puis l'astringence, elle a ce rôle qui va venir resserrer, structurer tout ce qui est tissu, mais aussi système nerveux, avec une sensation de s'ancrer. Vous voyez, il y a comme cette image du terreau, hein, c'est très saturnien au niveau de l'énergie, là, la planète avec l'anneau autour. Ça apporte de la contenance, mais aussi une forme de verticalité qui permet à la fois de se centrer, de s'apaiser et de revenir vraiment à soi pour éviter justement d'être saturé par l'extérieur. Ces saveurs-là, vous allez surtout les retrouver dans des matchas qu'on dirait consacrés plutôt à la cuisine. Ils ont une saveur donc justement où l'amertume se ressent un peu plus, où le matcha va être davantage vert foncé. Donc là, c'est vrai que c'est bien de mélanger ce type de matcha avec des lattés, des laits végétaux, puisque le côté un peu plus doux du lait d'avoine par exemple, ou d'un lait de riz, va compenser l'amertume. Et pour les matchas de qualité cérémonielle, là, on va avoir une pointe beaucoup plus douce. Il y a un côté plus enveloppant, plus nourrissant, où l'amertume, elle devient beaucoup plus soyeuse. On va sentir que le matcha, il a vraiment une robe, Il nous habite pleinement partout dans le palais, avec cette sensation d'unité finalement, puisqu'on va retrouver un petit peu toutes les notes, toutes les saveurs, sauf l'acidité. Donc là, on va être sur des feuilles très jeunes, très claires. Donc vous verrez que ces matchas-là, ils ont une poudre très très fine. Quand vous les touchez avec le doigt, si par exemple vous mettez du matcha sur une feuille et que vous tracez avec le doigt la poudre, elle va aller très très bas. Elle va vraiment s'imprégner, faire corps avec la feuille. Alors que les matchas un petit peu plus granuleux, un petit peu plus dédiés à la cuisine justement, ou carrément industriels, le toucher est beaucoup moins agréable, beaucoup moins soyeux, et la trace en fait elle va aller beaucoup moins loin.
Bon, je pourrais faire une autre émission encore pour vous déployer un petit peu justement les différentes variétés de matcha, où là on pourra aller beaucoup plus loin au niveau subtil parce que certains matchas ont des arômes très subtils, floraux, vous voyez, où on va être plus dans l'aspect coquelicot, violette, mais très subtil, hein, attention. Ou d'autres, ça va être des cépages un petit peu plus dans les fruits secs, dans la noisette, dans la figue. Mais on va plutôt se concentrer à savoir avec quoi. Si vous utilisez du matcha de cuisine, donc vous pouvez en trouver par exemple dans les magasins bio, rayon pâtisserie. Il y a marqué matcha culinaire, spécial cuisine. Donc au niveau des laits, ça va se marier très très bien avec du lait de soja, du lait de riz, du lait d'avoine. Alors au Japon, j'ai pu goûter moi les fameuses pâtisseries, vous savez, avec la pâte de haricots Lanko, qui sont des haricots azuki. Donc là, il y a un accord assez royal où la douceur de l'azuki vient gommer complètement, enrober complètement l'amertume du matcha. Donc on en met dans les mochi, les daifuku, les doriyaki. Parfois aussi, on peut trouver du kinako, qui est un soja torréfié. Vous voyez, vous avez des petites notes de noisettes un peu chaudes qui sont mixées justement avec une pâtisserie ou une crème au matcha. Ou aussi, on va retrouver des notes plus florales comme le yuzu, qui est une agrume de là-bas très appréciée en cuisine. Ou aussi les fleurs de sakura. Donc là, on est vraiment dans l'esprit du samouraï à fond, entre le côté printanier magique de la sakura, très délicat, et le côté hyper féerique du matcha. Des alliances d'épices qui matchent très très bien, c'est le matcha et la cannelle. Si vous adorez faire des cinnamon rolls par exemple, des cinnamon rolls revisités avec du matcha, plus vous gardez la cannelle, c'est merveilleux. Des gâteaux tartelettes crues, par exemple framboise matcha ou fraise matcha, ça matche très très bien parce qu'on a un équilibre entre acidité et justement le matcha. Le citron et le matcha aussi, le jus de citron. Dans mon premier livre de recettes, vous retrouvez par exemple des energy balls que j'ai fait aux noix de cajou, noix de coco avec jus de citron, zeste de citron et le matcha justement. Alors celles-ci, elles ont un succès fou. La vanille, c'est un grand classique aussi avec le matcha. Et je vous conseille aussi de tester matcha cardamome. Ça passe super bien. Alors, vous pouvez aussi utiliser les bienfaits de la couleur verte au niveau énergétique pour l'utiliser dans les plats salés. Il existe des houmous de pois chiches au matcha. Donc à vous de mettre les bonnes associations avec peut-être des bonnes graines de sésame toastées et du zeste de citron en plus du tahini. Alors du côté des cookies aussi, ça se voit beaucoup dans certains coffee shops, notamment à Paris, les cookies matcha chocolat blanc. Quitte à avoir quelque chose d'un petit peu gras, réconfortant, moi je vous conseille plutôt justement les pâtes d'oléagineux comme la pistache. Si vous faites un gâteau, par exemple des financiers amandes, pistache, matcha, avec une petite, des petites notes florales de pétales de rose, vous avez à la fois le plaisir des couleurs et puis en même temps, vous avez quelque chose de super réconfortant avec la signature du matcha, c'est très agréable, c'est délicieux. Et donc pour terminer, je vous partage la recette de ce fameux latte. Alors vous aurez besoin pour ça d'acheter votre chazen. Le chazen, c'est le fameux fouet en bambou à matcha. Il n'y a pas d'alternative possible si vous voulez faire un bon matcha, c'est la base. Ça fait partie vraiment du rituel en entier, même si vous faites un latte. On utilise ce fouet qui est réalisé uniquement à la main. Vous pouvez regarder des reportages sur YouTube, c'est magnifique à voir la patience qu'ils ont justement à faire ces petites branches toutes fines du bambou, qui d'ailleurs sont très solides. On y va souvent doucement parce qu'on a peur de les casser, de les abîmer, mais elles sont solides et à la fois souples. Elles viennent oxygéner le thé, elles viennent vraiment nous permettre de faire corps, fusionner l'eau, fusionner l'élément eau avec l'élément air et aussi avec tout ce soleil concentré, toute cette chlorophylle concentrée dans le matcha. Donc votre fouet à matcha obligatoire, vous le trouvez en général
entre 15 et 20 euros, neuf sur internet. Sinon, dans les magasins de thé, ils se font probablement une marge aussi, donc vous allez en trouver à 30, 40 euros parfois. La petite spatule en bois à dosette, donc en général, elle est pensée pour avoir 2 grammes de poudre à matcha. C'est ce qu'on met dans un matcha, on n'en met pas plus. Si on en met plus, c'est tout à fait possible. Là, on va pas être dans le même type de matcha. On va être dans un matcha plus épais qu'on appelle le koicha, où on utilise beaucoup moins d'eau pour obtenir une texture plus dense, plus voluptueuse, presque à la limite du sirop. C'est vraiment sirupeux et ça donne un côté très intense, très umami. Mais là, ça peut aller parfois jusqu'à 4 grammes, où on va plus chercher la mousse, mais presque une pâte lisse et liée, qui va être plus forte pour le coup en caféine. Alors qu'avec un uzucha, qui est un matcha plus léger, là on utilise un petit peu plus d'eau et on veut une texture assez aérienne, plutôt mousseuse, qui fait penser un petit peu à l'herbe fraîche, à cette énergie du jeune printemps, où on va être sur quelque chose de plus subtil, plus lumineux, plus aromatique. Et c'est une manière plus courante de boire le matcha qui est vraiment pour un usage très quotidien. Donc si vous voulez réaliser l'équivalent de 2 latte matcha, c'est-à-dire 2 tasses de 25 centilitres, donc on va partir sur une base de koicha, c'est-à-dire on va faire une base avec un petit peu d'eau, un fond d'eau, et 2 fois 2 grammes, 2 doses à la spatule de matcha en poudre, qu'on va mettre dans un petit fond d'eau qu'on aura chauffé. Donc on chauffe d'abord l'eau toute seule. Ensuite, vous placez vos 2 doses dans un très grand récipient, dans un très grand bol, ou soit dans 2 bols ou dans 2 tasses. Et vous avez votre fond. Et à côté de ça, donc vous allez préparer votre lait, donc 45 à 50 centilitres de lait de votre choix. Alors le plus mousseux souvent, c'est le lait de soja. Prenez bien du lait de soja sans sucre ou pareil pour l'avoine sans sucre. Et donc vous allez rajouter, pour l'équivalent de 45 centilitres de lait, une grosse cuillère à soupe bombée de purée de pistache. Le mieux c'est de la faire maison. Vous pouvez aussi en trouver en commerce, mais elles sont quand même pas données. Et là vous pouvez utiliser votre fouet à matcha, qui est très efficace aussi pour faire de la mousse, et vous diluez avec la chaleur la pistache, la crème de pistache qui va se fondre dans le lait. Vous coupez le feu une fois que ça vient presque à ébullition. Et là, vous allez rajouter de l'arôme de fleur d'oranger, le fameux ingrédient secret, mais qui va venir vraiment apporter aussi le côté solaire, mais en même temps cette douceur florale et très délicate de la fleur d'oranger. Donc vous mettez une bonne cuillère à soupe dans la casserole, vous mélangez une dernière fois et là vous ajoutez le lait à la base de matcha qu'il y avait dans votre bol. Et au fur et à mesure que vous mettez le lait, pensez bien quand même à émulsionner légèrement avec votre fouet en bambou. Alors pour terminer, est-ce qu'il faut forcément un bol à matcha pour savourer un matcha de cérémonie? C'est comme le fouet. Moi, je trouve vraiment que ça vient apporter encore plus cette dimension de contenir le corps du matcha, de contenir à la fois son esprit, mais toute la conscience de la plante, de sa médecine, sa partie plus organique. Donc, on est vraiment en instant de méditation et de fusion en fait avec le bol quand on le tient. Donc, s'il est beau, s'il est agréable à toucher, ça participe évidemment à un instant de qualité sensorielle beaucoup plus exaltant. Mais sinon, ça marche aussi dans une tasse. L'essentiel, c'est vraiment de vous ouvrir par le cœur, à connecter à la plante, à l'esprit de la plante, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur aussi la manière dont elle est cultivée, dont elle s'est déployée au fil des siècles et pourquoi finalement elle soutient les moines zen dans leur méditation et qu'est-ce qu'elle vient nous apporter aujourd'hui en Occident. Elle est prête vraiment à nous aider, je pense, à passer un cap et à ramener plus de qualité de présence dans tous nos petits moments du quotidien. Donc, moins vous aurez de choses dans votre cuisine, mais plus vous aurez des couverts, des ustensiles en matière noble
qui ont été faits par des artisans à la main, plus vous apprécierez chaque moment. Donc si vous allez dans un magasin de thé ou si vous cherchez sur internet, n'hésitez pas à demander à chercher des thés de qualité premium avec une couleur verte bien claire. Vous avez certaines marques françaises aujourd'hui qui se sont spécialisées dans le matcha, donc qui sont pleins de bons conseils aussi. Donc si vous tapez sur internet, moi le but c'est pas de leur faire de la pub, mais vous trouverez des entreprises françaises qui se sont lancées aussi dans le matcha et qui vous permettront de faire les meilleurs choix. Et puis je vous mettrai une petite vidéo aussi sur Instagram. Là je suis allée dernièrement à Strasbourg, c'est un lieu que j'adore, ça s'appelle le Thé des Muses, où on peut faire son matcha de cérémonie. Ils nous apportent le bol, le fouet, la spatule et le matcha. Et vous avez au moins une sélection de 7 à 8 différents thés matcha, où la dame vous explique très bien la différence. Et vous pouvez vivre vraiment un instant de pur plaisir, où vous faites votre propre cérémonie du thé matcha dans un lieu magnifique avec un cadre sublime, très cocooning à Strasbourg. Donc ça aussi c'est vraiment un moment marquant sur une journée pour faire une belle pause et pour savourer des super bons matchas selon aussi ce que vous venez rechercher, du plus amer au plus umami, au plus doux, un petit peu voire sucré. Voilà les amis, cet épisode, ce voyage sensoriel touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours. Et si justement vous vous lancez dans l'aventure du matcha, n'hésitez pas à me communiquer aussi quels bienfaits, quels changements vous pouvez observer dans votre vie en remplaçant par exemple le café par du matcha. Souvent, c'est au bout de 21 jours vraiment que les cellules peuvent commencer à se désintoxiquer d'une forme d'addiction, par exemple au café. Donc, ça peut vraiment être aussi un passage si vous souhaitez arrêter le café sans être trop frustré. Ça peut être une très bonne alternative, un doux passage vers quelque chose de beaucoup moins excitant pour votre système nerveux. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.